quand un papier scientifique publié par le journal Science et qu'on a des équations fausses dedans. Ils ont même grugé sur les graphiques, la courbe rouge que vous voyez, ils n'ont jamais réussi à faire une équation qu'ils réussissaient à la faire, donc ils l'ont fait à la main, en disant que c'était un résultat mathématique. C'est assez génial. Mais on peut quand même se servir des statistiques utilisées. Donc ça, c'est le nombre de personnes estampillées Covid en mars-avril 2020, et c'est le nombre de décès en fonction du jour d'arrivée. Et donc vous voyez que chez les fameux Covid-19 en 2020, on a un énorme tas de personnes qui décèdent jour 1. 17%. C'est complètement fou comme statistique, ça ressort complètement. C'est même tellement fou que derrière, quand ils essayent de faire une courbe de modélisation, ils n'y arrivent pas, ils en font deux. Ils sortent les morts jour 1 et ils appellent ça le Covid à mort rapide. Le Covid fulgurant, si vous ne voyez pas venir, hop, qu'on a vu que là, que cette période. Et puis le Covid blanc, qui vous en parle plus tard. Bon, évidemment, c'est complètement bidon d'appeler ça un Covid rapide. La doctrine étant, quand vous êtes malade, vous ne voyez pas de médecin, vous restez chez vous, vous toussez, vous prenez un Doliprane, puis quand vous respirez plus, vous appelez le 15. Donc quand vous avez un mort rapide jour 1, c'est un type qui ça fait 15 jours plus de qu'il n'est pas bien, et que là il s'est effondré complètement, et là quand on l'amène à l'hôpital, c'est trop tard. Deuxième explication, on en a parlé tout à l'heure, mais la doctrine pour les personnes qui toussaient, c'était de dire, il n'y a pas de traitement, la seule chose qu'on sait, on met sous respirateur avec du midodolane de calmant, de façon comme artificiel respirateur. Donc ça tue à peu près 50% des gens. Après, on a plus trop parlé. La mode des respirateurs, ça a duré que ce temps-là, comme ça fait tout le monde, ils ont arrêté après. Donc ça s'appelle de l'hétérogénie. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, vous changez le protocole, il meurt, vous dites, il était dangereux ce virus. Troisième explication, je vous ai dit que j'avais les nombres de Rivotril injectables qui avaient été donnés en pharmacie pour les EHPAD. J'ai aucune idée du nombre de personnes qui ont été accompagnées en palliatif dans les hôpitaux. Puisque c'est des médications hospitalières et je n'y ai pas accès. Donc j'ai aucune idée des personnes qui ont reçu le palliatif à la base du soin. Mais si juste on se dit mourir dans les 3 jours d'arriver à l'hôpital, c'est pas un Covid fulgurant, c'est juste un problème soit d'hétérogénie, soit de non-soin, soit de palliatif, j'explique 6000 personnes, c'est-à-dire finalement la totalité de la bosse. Donc où que meurent les gens, que ce soit à domicile, en EHPAD ou à l'hôpital, j'explique la totalité des morts en trop par les règles administratives mises en place. Il n'y a pas besoin de faire apparaître un virus. Il n'y a pas besoin de virus pour faire des morts. Il suffit d'arrêter de les soigner, de les passer un palliatif en les tuant des morts. Et ça suffit à tous les gens. Ce que nous apprenne la science, là, c'est que quand on ne soigne pas les gens, ils ont tendance à mourir un peu plus. Et quand en plus on les euthanasie, oui, ça fait un peu de mort aussi supplémentaire. C'est tout. Et ça explique très bien pourquoi est-ce que j'ai pas de mort en Allemagne pendant que j'ai un pic chez ses voisins. C'est pas le virus qui s'arrête aux frontières, c'est les règles stupides qui s'arrêtent aux frontières. Dernière chose. Bon, maintenant que ça fait 1 heure que je vous parle, je pense que vous êtes un peu merci, je peux dire ce que je veux. Je vous propose qu'on fasse un raisonnement. Moi, quand j'ai démarré mes études de statisticien, j'ai eu des cours de démographie. Et donc, ça, ces courbes-là, je les ai déjà vus. Bon, j'étais plus jeune, c'était des années avant, mais bon, ça arrive rapidement. Et donc là, c'est le nombre de décès qu'il y a toutes les semaines, nombre de décès standardisés, au Portugal, en Suède et en France. Je prends tous les pays d'Europe, c'est pareil. Mais j'ai pris des pays très éloignés, de façon à ce qu'on comprenne le raisonnement. Et donc, on voit que tous les hivers, il y a des décès supplémentaires. Bon, ce que moi j'ai appris en démographie, c'est qu'on dit ces décès-là sont dus aux épidémies de grippe. C'est vraiment ça le comptage. Et si vous tapez sur Internet, vous voulez savoir combien il y a de morts de la grippe une année donnée, le calcul qui est fait, c'est qu'on prend la date de début de l'épidémie de grippe remontée par Sentinelle, la date de fin, et ce qu'on appelle mort de la grippe, c'est le triangle. C'est le nombre de morts qu'il y a en trop par rapport à d'habitude, entre date de début et date de fin. Et on nous raconte que la grippe, c'est une maladie transmissible d'humain à humain qui arrive de l'Est, sur lequel on fait des vaccins, tout ça, depuis la Chine, qui sont malades les premiers, et qui se propagerait d'être humain à être humain. Eh bien, on va se placer dans le cas où on aurait en effet une maladie mortelle qui se propagerait d'être humain à être humain. Et donc, on aurait un premier malade, lui, on ne sait pas trop d'où il vient, il a peut-être été mordu par un pangolin. Ce premier malade-là, il va contaminer son entourage. D'accord ? Ça va faire, et c'est ce qu'on appelle une exponentielle, c'est-à-dire qu'il va contaminer des personnes qui ensuite vont contaminer les proches, etc.
De temps en temps, il y en a un qui va plus loin. Il se déplace à plus grande distance et pour aller faire démarrer ce qu'on appelle un nouveau foyer. Mais ce type de contamination, il y a une conséquence mécanique directe en mathématiques, c'est qu'au premier endroit, on va avoir un foyer de contamination et une courbe de décès qui va augmenter. On va avoir une courbe de décès. Les endroits suivants contaminés plus tard vont forcément avoir une courbe de décès décalée dans le temps. C'est mécanique. Et donc, selon les échelles, on va avoir des courbes de décès qui seront en décalage. Dans le cas d'une propagation épidémique, il est impossible d'avoir des courbes synchrones sur des territoires différents. Je vous laisse regarder le graphique derrière moi. C'est-à-dire que la totalité de ce qu'on m'a raconté, que j'ai cru sur la propagation d'être humain sur ce qu'on appelle la grippe, ce n'est juste mathématiquement pas possible, pour un peu qu'on lève un peu l'exacopie. Je ne prétends pas savoir de quoi sont morts les gens, mais ils ne sont pas morts d'un problème de contamination interhumaine. C'est pas possible. Et c'est aussi le cas pour tout ce qu'on a appelé Covid, mais dont j'ai montré qu'il y a le taux de comptage qui expliqué très bien. Je travaille sur ce sujet, et il se trouve que j'ai été contacté en 2021 par un ingénieur qui s'appelle Jacques Collin de Verdière, et qui m'a contacté pour me dire que Météo France, pour la première fois, avait mis en accès libre ces données, donc de toutes les températures qu'il fait en France depuis un paquet d'années, qu'on pouvait les télécharger et travailler avec. Alors il voulait faire des statistiques de relation entre température et mort estampillés Covid. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça, parce que les morts estampillés Covid, c'est n'importe quoi, mais on peut regarder les morts toutes causes. Et donc sur ce graphique-là, vous voyez le taux de mortalité des plus de 90 ans, en bleu, en France. Et en rouge, j'ai tout simplement représenté la température extérieure, des moyennes. C'est pas terrible les moyennes, mais bon, il faudrait creuser un peu plus pour faire ça. Donc j'ai inversé et j'ai mis plus le froid en haut, et puis le chaud c'est en bas, de façon à ce qu'on voit plus. Et les courbes sont parfaitement corrélées. On peut même utiliser un indicateur qui s'appelle le Rose-Perman, qui compare la corrélation entre les deux, qui regarde si quand il y en a un qui monte, l'autre monte en même temps, et quand on descend, l'autre descend en même temps, et c'est une corrélation à 0,90. C'est-à-dire que c'est quasiment parfait. Donc on peut prévoir quasiment parfaitement les évolutions de la mortalité chez les personnes âgées, juste en fonction de la température qu'il fait dehors. C'est tout. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2018, on a 2 vagues de mortalité. Donc on avait tout un tas d'épidémiologistes que j'apprécie beaucoup, je connais bien, qui s'arrachaient les cheveux, parce qu'il en restait déjà à l'époque, en se demandant comment c'était possible qu'on ait 2 vagues sur une vague de propagation. Et donc ils se sont dit, oui, bah, ça doit être parce que les vacances étaient décalées, donc on a eu un foyer de vacanciers, puis ils sont rentrés chez eux, puis on a eu un deuxième foyer, bon, bref. Bah, en fait, il y a eu 2 vagues de froid, donc on explique très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est le froid qui tue. C'est une corrélation statistique quasi parfaite. Par exemple, Jacques, lui, en fait, son travail en tant qu'ingénieur, il a beaucoup travaillé sur les instruments de mesure, et donc notamment les erreurs de mesure sur les instruments. Il a aussi travaillé dans la chaîne du froid. La chaîne du froid, des gens qui sont dans l'alimentaire notamment, et lui, il a découvert dans la chaîne du froid qu'en plein été, les gens qui travaillaient dedans, ils avaient ce qu'on appelle la grippe. Il n'y a pas de foyer qui démarrait en fin mois d'août de grippe autour d'eux, mais eux, ils l'avaient quand même. Et donc lui, ce qu'il a découvert, c'est que, enfin, il y a un principe chimique qui est très connu, c'est que dans l'air, il y a de la vapeur d'eau. Plus il fait chaud, plus il y a de vapeur d'eau dans l'air, et plus il fait froid, plus l'air s'assèche. Et quand l'air s'assèche, vous avez toutes les particules fines de pollution, ce qu'on appelle les microparticules, qui, quand l'air est humide, sont encapsulées dans des gouttelettes d'eau, et donc quand vous respirez, ça s'arrête. Et quand l'air est trop sec, ça va tout au fond des bronches, ce qui peut donner des symptômes de type je tousse, j'ai le poumon détruit, j'ai donc une infection cardiaque qui se met en place, etc., etc. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans un EHPAD et que vous allumez le chauffage électrique en même temps qu'il fait froid dehors, déjà l'air très sec, vous l'asséchez encore plus et vous obtenez des dégâts dans les poumons des personnes âgées sur l'air sec. Donc Jacques, il essaye de se battre un petit peu pour étudier ce phénomène-là de manière un peu plus profonde, en mettant des capteurs dans les EHPAD sur le taux d'humidité de l'air, pour se voir s'il ne faudrait pas tout simplement humidifier l'air des EHPAD de façon à le rendre plus respirable plus longtemps. Ce qui ne coûterait presque rien, et ce qui rapporte beaucoup moins que de leur faire une piqûre antigrippe tous les ans. Et donc voilà. La mortalité hivernale qu'on appelle grippale, jusqu'ici, elle est parfaitement corrélée aux conditions extérieures et n'a rien à voir avec une contamination interhumaine. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, depuis que je sais ça, je fais la bise à tout le monde.
surtout aux malades et aux personnes âgées, parce que c'était la dernière fois que j'en fais la bise, et je m'en porte plus mal. Maintenant, on va passer au moteur de la fraude, qui sont les tests. Parce que on a vécu une inversion extrêmement grave de ce qu'on a appelé épidémie, où jusqu'ici, une épidémie, c'était quand il y avait des malades. On l'a vu avec Sentinelle, ça ne marche pas. Et donc, on est passé à un autre niveau épidémique, où il suffit d'un test pour dire qu'on a des malades. Et tout ce dont on a été abreuvé, on est toujours abreuvé dans les médias, c'est ce qu'on appelle le nombre de cas, qui n'ont rien à voir avec des malades, mais qui sont des résultats de tests. Et donc c'est intéressant, puisque ce coup d'abandonner les malades pour les tests, c'est exactement ce qu'il y a dans les vaccins. Donc, je ne sais pas combien de personnes sont vaccinées ici, mais très peu de monde le sait, mais aucun vacciné n'a jamais été vacciné contre le fait d'être malade, c'est-à-dire contre le fait d'avoir des symptômes. Les vaccins n'ont jamais été conçus pour protéger contre un quelconque symptôme, c'est-à-dire être malade. Les vaccins ont été conçus pour protéger du fait d'avoir un test positif, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les vaccinés sont protégés contre le fait d'avoir un test positif et pas d'être malade. C'est le résultat de l'étude de phase 3. Donc moi j'ai étudié plus profondément Pfizer et Moderna, et c'est Coton a écrit tout un truc sur Pfizer, moi j'ai étudié les deux. Donc les deux sont basés sur des tests positifs et pas sur le nombre de malades qu'il y a au bout pour savoir si ça marche. Au passage, bon, les deux sont en observant blinded, c'est-à-dire que normalement c'est des doubles aveugles quand on fait des études en pharmacie, là, on prétend faire des études pour montrer l'efficacité d'un produit. Bien là non, c'est-à-dire qu'ils expliquent tous les deux en protocole que quand celui qui pique, il tire sur la seringue pour aspirer le produit, la texture est différente, donc il sait tout de suite si c'est un vaccin ou un placebo. Charge à vous de croire que ça n'a jamais été communiqué aux patients, ou bien que c'est resté secret. Évidemment, la Big Pharma n'est pas connue du tout pour tricher les études, surtout pas Pfizer. Voilà. Bon, en plus, si on va un tout petit peu plus dans l'étude, on raconte, donc les études sont faites dès le début 2020, ça démarre très vite, voilà, la recherche de vaccins. On a vu, la science a été très vite. La science va très vite. Mais du coup, ce qu'on raconte en 2020, c'est que Covid-19, c'est une maladie dangereuse pour les plus âgés, et pas pour les jeunes. C'était bien le discours. Seulement les deux études, là, il y a 3/4 de jeunes à l'intérieur. C'est-à-dire que la population de l'étude ne correspond pas à la cible. Donc c'est-à-dire que normalement, l'étude est à foutre à la poubelle, quoi qu'il arrive. Sauf si tout le monde sait, dès le début, qu'on va forcer toute la population à se vacciner. Donc il y a forcément quelqu'un qui ment. Soit ceux qui acceptent l'étude sur le fait, alors que la population n'est pas la cible, soit tous les gouvernements qui savaient très bien qu'ils voulaient piquer tout le monde. Bon. Quand je dis qu'on a un problème sur les tests positifs, eh bien, on a eu un témoignage publié dans le BMJ, le British Medical Journal, concernant Pfizer. C'est quand même une directrice de laboratoire de Pfizer qui nous dit que le protocole dans son laboratoire, qui a étudié 4000 personnes sur les 40 000, était complètement foireux. Les vaccins n'étaient même pas au frigo, et en plus, tout le monde savait dans le laboratoire qui était vacciné et qui n'était pas vacciné. À partir de là, c'est pas très difficile de choisir quand une personne va la tester ou pas. Puisque le protocole de Pfizer comme de Moderna, ce n'était pas de tester tout le monde tous les jours, ce qui aurait annulé tous les biais, mais c'était de tester les gens, que ceux qui appelaient pour se plaindre d'un symptôme, et dans ces cas-là, on lui disait de venir ou pas. Et donc, il suffit tout simplement de dire que quand un vacciné appelle, eh bien on lui dit ne viens pas, et quand c'est un placebo, on lui dit tu viens te faire tester, et on obtient un biais total. Biais total, donc je le rappelle, bon, si on va jusqu'au bout de l'étude, moi j'aime bien aller jusqu'au bout de l'étude, je regarde combien il y a de morts au bout de chaque étude, il faut regarder. Donc chez Pfizer, au bout de l'étude, il y a 15 morts chez les vaccinés, et seulement 14 chez les non-vaccinés. Ce qui n'est pas terrible, hein, quand on a une pandémie qui ravage l'humanité avec un vaccin efficace, avoir plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, ça fait un peu tâche. Bon, chez Moderna, c'est 16 partout, donc on rejoue au centre, tout ça. Et donc ça veut dire que là, pareil, vous êtes un décideur public, on vous dit maladie ravage l'humanité, j'ai un vaccin, vous regardez le résultat des morts au bout. Le premier résultat de cette étude sur 40 000 personnes, c'est qu'il n'y a aucune épidémie mortelle de visible dans l'étude. Parce que c'est sur 40 000, donc c'est des personnes très âgées qui décèdent, point. C'est tout, donc il n'y a pas d'épidémie. Et deux, le vaccin s'arrête. C'est le seul résultat que vous devez retenir. Mais non, ils retiennent
bah, sur 40 000 personnes, si je compte ceux qui sont les outputs de l'étude, c'est-à-dire symptomatiques et tests. Symptomatiques, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout, notre tête, diarrhée, vomissement, que sais-je, je sens plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'ai le nez qui coule, bref. Tout ça, c'est des symptômes valides de Covid-19, mais surtout un test positif. J'ai 8 vaccinés et 162 non vaccinés. C'est ça qui fait le taux à 95% d'efficacité. Sans jamais avoir prouvé qu'on avait testé tout le monde pareil. Hein. Et 8 sur 162. On veut vacciner toute l'humanité avec un truc où c'est 8 contre 162. Vous voyez le genre de grandeur. On est assez loin d'avoir prouvé quelque chose. Hein. Bon, puis on peut regarder un petit peu plus. Par exemple, les suspicions de Covid-19, c'est-à-dire j'ai des symptômes mais j'ai fait un test négatif. J'en ai 1600 chez les vaccinés et 1800 chez les placebos. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de symptômes ou qu'ils n'ont pas fait de test du tout, ceux-là. Mystère. C'est étrange, ce 300 d'écart. Ben, surtout 300 d'écart, enfin 200 d'écart quand on voit que c'est le même écart que là. Et puis tiens, suspicion de Covid-19 dans les 7 jours post-vaccination. J'en ai 400 chez les vaccinés et seulement 300 chez les placebos. Ben, c'est marrant, ils sont plus malades après. Et ils sont où les tests? On va un petit peu plus loin. Dans l'étude, ils nous disent on a fait la remontée des effets indésirables. Donc, après les vaccinés, les placebos. Et donc, fatigue, fièvre, frisson, myalgie, maux de tête, diarrhée, nausée. Alors, s'il y a bien un truc que montre l'étude de Pfizer, c'est qu'on est vraiment plus malade après avoir été vacciné qu'après avoir reçu un placebo. Ça, c'est significatif. Ça, c'est vraiment, vraiment significatif. Alors, il se trouve que les symptômes d'effets indésirables, c'est les mêmes que Covid-19. C'est comme ça qu'on a un vaccin efficace. Hein. C'est-à-dire que quand on est malade et qu'on est vacciné, on dit que c'est un effet indésirable. Quand on est malade et qu'on a reçu le placebo, on dit quoi? On dit c'est le Covid-19. Et c'est comme ça qu'on a un vaccin efficace. Allez, une dernière statistique. Au début de l'étude, on a 43 000 personnes à l'intérieur. Il faut toujours s'intéresser au nombre de personnes qu'on a dégagées de l'étude, parce que c'est toujours ce que fait Big Pharma quand elle veut se débarrasser d'un résultat qu'elle ne veut pas. Elle se débrouille pour mettre la personne en out. Notamment tous ceux qui ont des effets indésirables, tout ça qu'elle ne veut pas voir, elle les sort de l'étude, et elle s'en occupe plus. Ça fait des bons résultats. Là, au bout de l'étude Pfizer, ils en ont viré 3000. 3000 personnes. Et puis pas n'importe lesquelles. 1800 chez les vaccinés et seulement 1600 chez les placebos. Il y en a eu 200 virés en plus chez les vaccinés. Vous vous rappelez de l'efficacité? 8 contre 162. C'est-à-dire que le bilan d'efficacité, il est ridicule par rapport au nombre de personnes qu'on a virées, et la totalité peut être là-dedans aussi. C'est-à-dire que quand vous lisez l'étude, vous savez que la totalité de ce que prétend Pfizer peut être masquée dans le biais de comptage et des gens qu'on a virés dedans. Donc la seule chose à faire, c'est de le mettre à la poubelle et de rien valider tout ça. C'est une escroquerie. Et donc, on comprend le mécanisme de Pfizer en tout cas, c'est simple. Pour faire un vaccin efficace contre le test, il suffit de ne pas tester les vaccinés. C'est comme ça qu'on a un vaccin efficace. Et il s'est passé quoi en France à partir du mois de juillet 2021? Et dans tous les pays qui ont mis en place la vaccination Pfizer, on a mis en place un pass sanitaire qui permet aux vaccinés de ne pas se tester et aux non-vaccinés de se tester. On va simuler un exemple. Imaginons que je sois le président d'un pays qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Dans mon pays, j'ai 1200 personnes. J'ai mis en place un pass sanitaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui craquent et qui vont se faire vacciner. Donc, puis aussi, il y a des gens qui ont cru à ce que j'ai raconté au passage. Et donc, j'ai 1000 personnes vaccinées et 200 personnes non vaccinées. Le pass sanitaire que j'ai mis en place, il fait que les non vaccinés, ils sont obligés de se tester à chaque fois qu'ils vont pisser. Alors que chez les vaccinés, eux, il n'y a vraiment que ceux qui aiment se faire curer le nez gratos qui vont se tester. Ce qui fait que sur mes 200 personnes vaccinées, je vais en avoir testé 8 sur 10. Ça fait, j'ai fait 160 tests. Sur mes 1000 personnes vaccinées, j'en ai testé 1 sur 10. J'ai donc fait 100 tests. Mettons, exemple fictif. Le test est entièrement bidon et le vaccin ne sert à rien. Il faut imaginer. Ce qui fait que j'ai 10% de positivité pour tous.
Et donc sur mes 160 tests réalisés, j'ai 16 positifs chez mes non vaccinés, et sur mes 100 tests réalisés, j'ai 10 positifs chez mes vaccinés. Que font toutes les études gouvernementales, ou même de toutes les agences? Elles rapportent ce nombre de positifs à la population initiale. J'ai donc 16 positifs sur 200 non vaccinés, ce qui fait un ratio de 80 pour 1000. J'ai 10 positifs pour 1000 vaccinés, ratio de 10 pour 1000. 80 pour 1000 chez les non vaccinés, 10 pour 1000 chez les vaccinés, ce qui fait un taux d'efficacité de 95%. Et voilà. Comment on obtient un taux d'efficacité de 95% dans la population réelle, grâce au pass sanitaire. Et toutes les études de tous les pays du monde ne corrigent pas ce biais. C'est comme si toutes les études avaient reçu le même type de comptage de la même boîte, qu'on pourrait appeler McKinsey par exemple, et font toutes le même truc. Sans corriger, alors que c'est évident. Donc ça, c'est la première étude en Israël. En Israël, ils ont mis un pass sanitaire dès le début, ils ont vacciné tout le monde, ils trouvent le même biais, ils trouvent le 95%. Le ministère de la Santé français, c'est pareil, ils font la même chose. Et on a même Épifard, qui me répond dans Le Parisien en disant je raconte n'importe quoi, qui fait le même biais. Et il me dit oui, mais ça marche pour les formes graves. Ben, ça ne change rien. Quand vous avez quelqu'un qui est arrivé, un non vacciné, que vous avez testé 4 fois, vous testez une fois de plus à l'hôpital, vous l'avez testé 5 fois, et puis si le vacciné vous le testez qu'une seule fois, ça fait un test contre 5, et bien vous avez une disproportion du nombre de tests réalisés, et c'est tout. Ce qui fait une efficacité pour les formes graves de 66%, parce qu'au lieu d'avoir 0 test contre plein, vous en avez un contre un peu plus. C'est tout. Il ne se passe rien d'autre. Donc il ne corrige rien. Et il le sait, et bon. Donc là, on respecte dans le cas du pass sanitaire. Donc là, le pass sanitaire, il arrive le 12 juillet, et donc on a le taux de positivité dans la population selon le statut vaccinal, avec les non vaccinés en rouge, les une dose en violet, et les verts, les complètement vaccinés. Bon. Donc on teste tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un test? Un test, c'est jamais parfait. Chacun connaît, je pense, les tests de grossesse. Donc, test de grossesse, ça a une sensibilité, une spécificité de 99,9%. C'est-à-dire que c'est extrêmement fiable et ça donne la vérité dans 99,9%. Ça se trompe quasiment jamais. Quasiment. Si vous imaginez qu'on prend tous les petits garçons français et on les fait faire pipi sur un test de grossesse, on risque bien d'avoir des tests positifs. Et donc, qu'est-ce que ces petits garçons? On leur fait faire un suivi de grossesse. De grossesse asymptomatique, hein, évidemment. Ben, c'est ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire que ce n'est plus la réalité qui fait foi, c'est le test. Et donc, en plein mois de juillet, évidemment, la période des rhumes, les grippes et tout ça, c'est bien connu, on fait que tout le monde, à partir du 12 juillet, va faire des tests chez les non-vaccinés, évidemment. Donc, vous avez tout un tas de gens qui vont se faire tester et qui seront considérés positifs avec le test. Et on les appellera les positifs asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ont une maladie mortelle qui n'a pas de symptômes. Ils sont même considérés contagieux de leur maladie, de leur non-maladie. Ils peuvent transmettre leur non-maladie à leurs voisins. Et au bout d'une semaine, ils vont être considérés administrativement guéris de la non-maladie qu'ils ont eue, et même immunisés contre la non-maladie. Donc là, vous aviez des scènes au boulot où on vous appelait et disait « Ah les gars, il faut que je vous prévienne, j'ai le Covid. » Vous dites « T'as quoi ?»« Ah bah, j'ai une version un peu vicieuse, j'ai pas de symptômes. » Et donc là, on va dire « Mais merde, bah, moi aussi j'ai pas de symptômes. Ça se trouve, tu m'as filé. » Bah, l'invite est testée. Et d'ailleurs, en testant tout le monde, parce que chaque fois qu'on se testait, le voisin devait se tester, eh bien ça nous fait une propagation statistique. Ce qui fait que les gens qui font des études de propagation, ils sont en train de regarder de la bureaucratie. C'est la bureaucratie qui fait la propagation, c'est pas la réalité d'un virus, c'est tout. Bon, et donc, à partir du 12 juillet, les gens ils sont en vacances, ben, ils ont besoin d'avoir un pass pour aller au camping ou au resto, et ben, donc ils vont se tester tout le temps. Et ce qui fait que vous avez une augmentation au nombre de tests qui correspond au nombre de vacanciers. Et ben, ils arrêtent de se tester quand ben, soit ils ont eu un test positif, soit en fait ils rentrent de vacances, c'est-à-dire au 15 août. Donc au 15 août, on a l'incidence qui baisse. C'est complètement fou, hein. Voilà. Une dose, eux, c'est ceux qui sont fait le plus savoir, parce qu'en fait, ils ont quand même fait la première dose, mais ils étaient quand même considérés non protégés, donc ils devaient se tester tout le temps. Donc ils ont exactement la même courbe que les non-vaccinés au début. Bon, sauf que comme au bout de 15 jours, ils font leur deuxième dose, ou alors ils ont eu un test positif, du coup, le taux diminue, c'est tout. Il ne se passe rien d'autre que la deuxième dose.
parce qu'en fait, ils sont complètement vaccinés, puis que c'est en PNT et qu'il n'y a aucune maladie nulle part. Enfin, il reste toujours quelques personnages. Moi, j'ai déjà vu une espèce de grippe en PNT, ça m'est déjà arrivé. Voilà, parmi ceux à qui ça arrive, il y en a qui se testent, et du coup, eux, ils ont considéré positif et symptomatique sans jamais avoir trouvé lien entre les deux. C'est tout. Ça passe rien. Donc là, on va passer à mon graphique préféré. C'est mon préféré parce qu'il est officiel, c'est celui de Guillaume Rosier, l'ingénieur qui a reçu la Légion d'honneur de la part d'Emmanuel Macron pour avoir mis justement en ligne tous anti-Covid, pique ma dose, et celui-là c'est Vaccin Pact. Et donc, pour ce graphique-là, Guillaume Rosier mérite la Légion d'honneur, je pense vraiment, hein, parce qu'en fait il détruit la totalité du narratif, du test et du vaccin, en un seul graphique. Donc ça mérite la Légion d'honneur, ça. Il ne le sait pas. Enfin, je lui ai dit plein de fois, mais il ne va pas répondre. Et donc on a en orange nos vaccinés, en bleu foncé on a nos vaccinés de doses, et en noir, nous avons nos 3 doses. Donc ça c'est un point aberrant, ça c'est des données pourries, c'est pas grave. Donc on a une règle administrative qui se met en place au début, avec le pass sanitaire, donc on a tout le monde qui veut se tester pour les restos, donc c'est là qu'on a vu tout de suite, c'est à partir du 12 juillet. Donc ça marche, parce que le vaccin marche, parce que il y a que les non-vaccinés qui se testent. C'est un vaccin très efficace contre le fait de se faire tester. Donc ça diminue quand les gens rentrent au boulot, ils vont plus au resto. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit à partir de la Toussaint? Ils mettent une règle et ils disent maintenant tous les collégiens doivent se tester tout le temps aussi, parce qu'on veut les vacciner. Donc on multiplie le nombre de tests, grâce à cette stratégie, de façon à emmerder un peu les gens. Et donc on voit la taux de positivité qui augmente, mais qui est juste une règle administrative, c'est tout. Et là, on a le ministre de la Santé qui fait un cadeau aux double vaccinés, qui leur dit, en fait, il me reste plein de vaccins avant, bande de compte. Non, c'est pas ça. Il dit, le vaccin, il est plus efficace au bout de 6 mois. Et donc, il faut absolument passer une 3e dose. Donc, je désactive votre passe vaccinal au bout de 6 mois. Et donc, il se passe quoi? Énormément de vaccinés de doses, plutôt que se ruer sur des vaccins, se ruent sur des tests, parce que c'est gratuit pour eux. Et puis aussi, quand on est testé positif, même si on n'a rien, une semaine de vacances sans carence, on n'a rien pour rien. Du coup, ils se ruent sur les tests, et donc ils deviennent encore plus positifs que les non-vaccinés. Bah oui, parce qu'ils veulent absolument avoir une rallonge. Et donc, c'est eux les plus nombreux. Et du coup, là, c'est là que vous avez le ministère qui s'arrache les cheveux en disant, bah oui, mais alors ça veut dire que ne pas être vacciné, c'est plus protecteur qu'avoir reçu 2 doses. C'est donc que la 3e dose est très efficace, mais qu'il ne faut pas en faire 2. Du coup, les non-vaccinés, il faut passer à 3 d'un coup. Bon. Là, on voit qu'il commence à être emmerdé quand même. On a quand même ceux qui ont reçu 3 doses qui vont quand même se faire tester. C'est-à-dire qu'ils ont 3 doses, mais ils pensent que ça marche quand ils font 3 doses, mais que ça ne marche pas quand même. Donc, il faut quand même se tester. Moi, j'ai été me faire tester pour avoir un pass à cette époque-là. Et puis, juste devant moi, j'avais qui passait devant, j'avais un papy obèse masqué. C'est pas un super-héros, c'est une personne. Et d'entrée de jeu, elle va devant la dame et il dit j'ai mes 3 doses. Et la dame, elle lui fait vous avez des symptômes? Non. Mais je veux savoir. Moi, ça m'a un peu interpellé parce que on parle quand même d'une maladie qui n'a pas de traitement. Donc il veut savoir quoi? C'est-à-dire que s'il a un test positif, il va voir son médecin et il va lui dire « Docteur, j'ai le Covid. D'accord, vous avez quoi? Rien. Ça tombe bien parce que avec mon protocole, je ne vous prescris pas de traitement. Merci docteur, ça va mieux. » Et c'était symptomatique de ce qui s'est passé à l'époque et finalement de la bouillie qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens sur base de peur. Ceux qui ont suivi, ils sont encore là. Je dis en tout début de présentation que la escroquerie avait duré 2 ans, quasiment jour pour jour. Ça a démarré en mars 2020, le comptage.